Savez-vous qu'une personne sur 7 dans le monde porte un produit Exilor Luxottica, des verres correcteurs Varilux, aux montures Ray-Ban en passant par les licences Chanel et Prada, le géant franco-italien a discrètement pris le contrôle total de votre vue. Bienvenue sur Logic Invest, vous l'aurez compris, aujourd'hui on plonge dans le réacteur d'Exilor Luxottica, on va plonger dans les coulisses du maître absolu de l'optique mondiale. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, on part pour un deep dive comme d'habitude sur la chaîne, ça va être fait en, on va dire en deux segmentations. Vraiment une première segmentation où on va rentrer dans le cœur du réacteur, on va essayer de comprendre ce que fait la boîte, essayer de projeter aussi des bénéfices pour le futur et un deuxième temps où on ira voir le quantitatif. Est-ce que la boîte a des reins solides? Est-ce qu'elle m'intéresse? Et après on ira voir ma conclusion, je vous donnerai mon prix juste et je vous dirai si elle peut intégrer le portefeuille ou pas. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas aussi à aller me soutenir sur mes réseaux. Vous avez tout dans la description de la vidéo et aussi en commentaire épinglé. Et idem pour le GDoc sur ma thèse d'investissement sur Exilor. Vous pouvez tout simplement le retrouver gratuitement. Il est en description, enfin il est dans, oui, en description de la vidéo. Donc présentation, hein, Exilor Luxottica, elle est dans le secteur de l'optique ophtalmique, monture et des verres correcteurs. C'est le leader mondial incontesté, clairement. Et elle est issue de la fusion en 2018, donc c'est assez récent au final, hein, entre le français Essilor, les verres, et l'italien Luxottica, les montures. Donc en marque emblématique, hein, ils ont Ray-Ban, Oakley, Persol, Varilux et Transition, ce que je connaissais absolument pas. Donc le modèle business de la boîte, c'est quoi? C'est de la vue hostile. Hein. Donc Exilor Luxottica contrôle toute la chaîne de valeur, c'est ce qu'on appelle une intégration verticale parfaite. Donc de la conception de la tech, hein, donc les verres correcteurs Varilux, les verres solaires, les verres intelligents avec le partenariat avec Meta, leur propre marque, leur licence aussi, tout simplement comment dire, en co-gestion de ces marques-là, hein, tout simplement, tout un segment de distribution hein, avec Grande Vision, Général d'Optique, Grand Optical, etc. Donc là, maintenant, on va passer dans les segments de revenus et vous allez voir qu'en fait, il n'y en a pas 150, il y a du B2B avec le segment Professional Solution et le B2C directement avec les consommateurs. Donc le segment B2B, hein, voilà. Contrairement au segment direct consumer qui regroupe les ventes dans leurs propres magasins comme Grand Optical ou Sunglass Hut, le segment professionnel Solution génère des chiffres d'affaires en vendant des produits et des services à des clients tiers. Donc qu'est-ce qu'ils nous vendent à ces clients, le petit Essilor Luxottica? Ils vendent déjà des verres, les montures, les instruments aussi, hein, donc la vente directe de machines de diagnostic ophtalmique et d'équipements de taillage de verre destinés aux laboratoires et aux cabinets d'optométrie. Donc là, les clients cibles, hein, le groupe agit ainsi comme le fournisseur principal de l'industrie. Donc là, on aura des opticiens indépendants, des chaînes de distribution tierces et des institutions publiques et professionnelles, hôpitaux, cliniques, etc. Donc là, l'intérêt stratégique de ce segment, hein, c'est que vous l'aurez compris, ça permet à Exilor d'être présent partout. Même si un client décide de ne pas aller dans une ancienne de groupe comme Général d'Optique par exemple, il y a de fortes chances qu'il achète des produits issus du segment Professional Solution. C'est chez son opticien de quartier. Et on va voir que ce segment-là est intéressant parce qu'il a la plus grosse marge opérationnelle des deux. On aura aussi la croissance. Hein. Donc là, on est sur un CAGR depuis 2021. J'ai pas pu aller plus loin. Enfin, depuis 2020, pardon. En fait, il y a un petit bug ici visuel. Depuis 2020, sur le segment Professional Solution, on a 9% par an d'augmentation de revenus. Donc là, c'est très intéressant. Et c'est celui-là qui a la plus grosse marge des deux segments. Et on a le deuxième segment, le Direct to Consumer. Donc la composition du segment, le DTC, se divise en deux canaux principaux. On a le réseau retail. Le groupe possède plus de 18 000 points de vente dans le monde, c'est colossal, hein, donc en Europe, aux USA. Et alors j'ai mis Solaire, mais c'est le leader mondial de Sunglass Hut, présent dans presque tous les aéroports et centres commerciaux du monde. Donc là, ils font aussi du duty free, si je comprends bien. Et on a l'e-commerce, hein, la vente directe sur les sites officiels comme Ray-Ban.com, Oakley ou des plateformes pure player comme eBay Direct. Je ne connaissais pas non plus ça. Mais voilà, donc là, direct ou consumer en B2C, ils sont vraiment présents partout. Et pourquoi c'est une machine de guerre? C'est tout simplement, ils ont des données clients énormes, et ils savent exactement ce que les gens achètent, à quelle fréquence et quelle monture plaisent, sans attendre les rapports des revendeurs. Il y a de la vente croisée tout simplement dans un magasin Grand Optical qui appartient au groupe. L'opticien va naturellement vous proposer des verres Varilux, une monture Prada, tous les deux produits par le groupe. C'est le cercle vertueux parfait. Et on a aussi clairement du lancement de produits. Hein. C'est le canal privilégié pour les Ray-Ban, Meta, les lunettes connectées. Hein. En maîtrisant la boutique, ils peuvent former leurs vendeurs pour expliquer cette nouvelle technologie complexe. Et là,
la marge, par contre, elle est beaucoup moins importante. Elle est un petit peu plus faible, hein. On est sur du 14 et 15% de marge opérationnelle. Vous allez voir que la boîte n'a pas une marge nette de zinzin. On le verra un petit peu plus tard. On a aussi la géographie des ventes. On peut voir qu'elle est vraiment bien implantée partout. Donc on a comment dire, deux géographies qui n'existent plus. Donc on avait une partie Europe, une partie Asie avec l'Afrique dedans. Là maintenant ça s'est repositionné en IMEA. Hein. Donc c'est Europe, Moyen-Orient et Afrique. Donc c'est pour ça qu'on a une croissance explosive en CAGR sur l'IMEA. C'est juste parce qu'ils ont enlevé 2 zones géographiques. Mais ce qu'on pouvait dire, c'est qu'on a vraiment une belle croissance. Hein. On est sur du quasiment 6% pour le revenu nord-américain. On est quasiment sur du 10% pour l'Asie-Pacifique. Et l'Europe, bah, c'est un peu faussé par contre sur l'Europe. Parce qu'on est à 24%, mais je pense qu'on se situe autour des 10%. Donc on peut dire que la boîte, en termes de croissance de revenus, que ce soit dans ces segments où ces zones géographiques tournent autour de 10% par an. Le direct to consumer a une belle, très 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 belle d'ailleurs envolée comment dire, de croissance. Et, parce qu'on voit qu'avant 2020, on avait le Professional Solution qui était devant le direct to consumer et on voit que ça a totalement changé. Ils se sont implantés partout avec leurs magasins et on peut dire que ça marche. Donc j'ai noté aussi tout simplement dans mon deep dive le partenariat avec Meta. Pourquoi c'est historique? C'est historique, pardon. L'objectif de Meta, c'est tout simplement de vouloir tuer le smartphone. En fait, Meta, leur gros problème, c'est qu'ils n'ont pas de hardware pour concurrencer les autres GAFAM. Ils ont essayé des casques connectés, mais c'est tout simplement à chier, clairement. Pour l'instant, ça n'a pas pris. Je crois qu'ils ont même commencé un peu à comment dire, à scier le métaverse. Je crois qu'ils vont plus forcément investir énormément dedans. Donc là, clairement, Meta, depuis des années, ils cherchent quoi? Ils cherchent un hardware. Et en fait, ils ont voulu tout simplement avoir un partenariat avec Essilor. Pourquoi? Parce que Essilor était clairement les mieux placés. C'était le leader mondial. Donc pour Mark Zuckerberg, les lunettes ne sont pas un simple accessoire, c'est la prochaine plateforme informatique majeure. L'indépendance au hardware, un Meta veut arrêter de dépendre d'Apple et de Google. Donc voilà pourquoi ce partenariat, pardon. En créant ses propres lunettes, un Meta possède l'appareil, le système d'exploitation et les données. Et ils promettent aussi l'IA au quotidien, intégrer Meta IA directement dans les champs de vision, l'oreille de l'utilisateur. Les lunettes deviennent un assistant personnel qui voit ce que vous voyez. Donc l'objectif de Luxottica, pardon, je vais y arriver, Essilor Luxottica, c'est devenir une tech company. Le groupe ne veut plus être vu comme un simple fabricant de morceaux de plastique et de verre. Donc augmenter la valeur moyenne. Hein. Une paire de Ray-Ban classique, ça coûte 150 balles en moyenne. Une version méta commence à 300 et peut monter bien plus haut avec des verres techniques. Donc en gros, ils veulent créer un nouveau besoin, être le smartphone de demain. Donc les chiffres à citer, hein, c'est que le groupe vise une capacité de 10 millions d'unités par an d'ici fin 2026 pour répondre à la demande mondiale. Et après Ray-Ban, le partenariat s'est étendu à Oakley et des discussions sont en cours pour des modèles de luxe comme Prada avec justement les verres IA avec Meta. Et le défi, hein, c'est qu'on va avoir une réglementation. En Europe, le lancement sur certaines fonctions d'IA est ralenti par les lois sur la protection des données et la batterie, c'est un défi majeur. Comment faire tenir une journée d'autonomie dans une monture légère sans qu'elle ne chauffe. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce fameux partenariat. On comprend pourquoi Meta s'est intéressé à Essilor et pourquoi Essilor aussi c'était très intéressant de leur côté. J'ai inclus moi aussi dans mes deep dive maintenant, il y aura deux nouveaux petits onglets. Il y aura le TAM, le SAM et le SOM, je vais vous expliquer ce que c'est. On avait déjà nos 3 plus gros risques et je vais aussi faire un onglet sur chaque boîte, l'entreprise versus l'IA, je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Donc là on passe dans le TAM, le SAM et le SOM. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es complètement bourré, comment dire, reprends un verre. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le TAM, c'est le gâteau mondial, c'est le Total Addressable Market. Le marché de l'optique change de dimension, on passe d'un marché de besoins à un marché de technologie de santé. Donc ce qu'on veut, nous, quand on analyse une boîte, c'est savoir si le Total Addressable Market va grandir ou pas. C'est-à-dire que est-ce que tu investis dans Kodak avec des appareils photo jetables alors que tu as le numérique qui arrive. Voilà, ça c'est comprendre ton TAM. Après vous avez le SAM, le marché adressable saisissable. C'est la partie du marché mondial que le groupe peut réellement atteindre avec ses verres et ses montures. Et vous avez le SOM, le marché obtenable. C'est la part de marché qu'ils détiennent réellement. Donc en gros, le TAM, c'est toute la partie adressable du marché. Donc en gros, je vais vous faire simple. Le TAM de Essilor, admettons que c'est 400 € par exemple.
que vous avez un SAM de 400 euros, ça veut dire que Essilor peut avoir tout la part du total adressable market si ils y arrivent bien évidemment. Le somme, il va falloir en fait c'est tout simplement la part qu'ils détiennent actuellement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous avez une boîte qui a un TAM proche du marché du SAM, du marché adressable saisissable, plus vous avez une boîte qui peut gagner du pognon. Et ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que votre TAM doit avoir une croissance, pas forcément à deux chiffres, mais une grosse croissance annualisée, pour que la boîte tout simplement puisse grossir. Parce que si elle est sur un marché où en fait elle n'a pas de débouché sur le futur, ça peut être très très compliqué. Donc le marché de l'optique change de dimension, ça on l'a déjà dit, hein. Donc actuellement, il passe, enfin il est, enfin il y a 2 ans même, parce que j'ai pas trouvé les chiffres de 2026. Mais en 2024, on était sur 201 milliards de total addressable market pour une projection à 2034 de 442 milliards, donc une croissance annuelle de 8% par an. Donc là, sans forcément aller choper des parts de marché sur ses concurrents, on voit qu'elle pourrait croître de 8% vu que son SAM, en gros, son marché adressable saisissable est égal au TAM. Donc on a une boîte parce que, comment dire, parce que Essilor arrive à tout faire. Elle fabrique les verres, les montures, etc. Donc en fait, elle répond à la demande de tout le marché. Donc là, c'est vraiment très intéressant pour cette boîte, hein. C'est là que la partie marché mondial des 201 milliards que le groupe peut réellement atteindre avec ses verres, ses montures, comme ils sont présents sur tous les continents et tous les prix du luxe low cost, leur SAM est immense. Donc là, on voit qu'on a un très très gros avantage pour la boîte. Et actuellement, ils détiennent 12 à 14% des parts de marché mondial. Donc là, c'est vraiment pas mal. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est ça, c'est la dynamique, hein, le 8% par an. Ils n'ont pas besoin de piquer forcément des parts aux autres acteurs pour aussi faire grossir leur chiffre d'affaires. Et ça, maintenant, on va le faire exactement pour toutes les boîtes. Je trouve que c'est vraiment essentiel qu'on fait un deep dive. Donc, on a aussi une projection, une épidémie de myopie, hein. Le marché d'Excellent Luxottica ne dépend pas de la mode, mais aussi de la biologie, hein. Les chiffres pour les 20 prochaines années sont vertigineux. D'ici 2050, on estime que 50% de la pop mondiale sera myope, soit environ 5 milliards de personnes. Et si t'es myope, il te faut quoi? Il te faut des lunettes, hein. Donc les causes, on s'en fout un peu. Il y aura aussi le segment Kid, hein, c'est le nouveau moteur de croissance. En 2025-2026, les verres Stellest qui freinent la progression de la myopie chez l'enfant ont explosé, notamment après leurs homologations par la FDA aux USA. Et on a aussi le vieillissement, hein. Donc quand tu vieillis, bien évidemment, tu perds un petit peu de points de vue. Les 3 plus gros risques, les amis, et en fait, il y en aura même 4. On a le mur réglementaire et antitrust, le risque de position dominante, hein. Donc ça, c'est un petit peu, comment dire? C'est un petit peu le problème de toutes les boîtes qui dominent vraiment leur marché. Bah, il y a un risque d'antitrust. Après, est-ce que ce risque existe et est très très fort pour Essilor? Moi, je ne pense clairement pas. Donc je l'ai noté, mais pour moi, c'est un risque qui est vraiment minime. On a en deux la désertion de licence, la désertin, je vais pas y arriver. La désintermédiation, voilà, ça y est, hop, ça m'apprendra à faire des vidéos aussi tard. C'est le risque de voir le segment Professional Solution s'effriter. Pourquoi? Parce que si des géants comme LVMH ou Kering ont compris que les lunettes sont ultra rentables, ils reprennent leur licence, Dior, Gucci, etc. pour produire eux-mêmes. Moi, je pense que ça se fera pas, tout simplement parce qu'en fait, ils ont pas ce qu'il faut pour fabriquer des lunettes, et avec la même, comment dire? La même, la même marge et cetera que Essilor. Ça demanderait, comment dire? Des capex énormes. Donc moi, je pense pas qu'ils le fassent et surtout, eux, ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est vendre leur marque, prendre le pognon et être associés à Meta avec les lunettes intelligentes. Donc je pense pas qu'ils aient une vraie appétence pour venir aller chercher, Essilor là-dessus. Donc moi, pour moi, pareil, ce risque numéro 2 il me fait pas trop peur si j'avais envie d'investir sur la boîte. Et à l'heure d'aujourd'hui, bah, on a la valorisation, hein, parce que clairement tout le monde vous dit qu'acheter du Essilor, c'est pas grave si t'es investi sur les 20 prochaines années. Mais je crois que la boîte actuellement, elle se paye 40 fois les bénéfices, on ira voir dans le quantitatif. Et clairement, mais moi je trouve ça mais de la folie en fait, parce que on peut dire déjà ce qu'on a vu, qu'on est sur une croissance, allez, entre 5 et 8, allez, 9% par an. C'est pas déconnant, mais on aura rarement plus que ça comme croissance. Est-ce qu'on a envie de payer 40 fois les bénéfices pour une croissance de 5 à 9% par an? Est-ce qu'il n'y a pas mieux surtout à aller chercher? Donc clairement la valorisation, je l'ai mis dans les risques. Et on a aussi un autre problème. Parce que quand j'ai creusé un petit peu le quantitatif de la boîte, on peut voir que son ROIC est pas fabuleux.
Mais nous, ce qu'on veut, c'est le super héros IC, parce que vu que la boîte a été fusionnée il y a très peu de temps, donc ce qu'on veut voir, c'est l'argent maintenant qui est mis dans la boîte, est-ce qu'il fonctionne? Donc sur 5 ans, oui, on voit que 14% du super héros IC, donc à 5 ans, donc là c'est très très bien, comment dire, ça couvre largement le WAC, mais depuis un an, on voit que c'est une boîte qui n'arrive pas à faire fructifier son cash, et on le verra dans les bénéfices. Donc là, moi, ça m'inquiète aussi. Il va falloir recreuser, si je veux investir là-dessus, il va falloir que je recreuse pourquoi, le super héros sur un an est pas terrible et même sur 10 ans, il est pas non plus incroyable. On a des marges nettes qui sont pas ouf, mais ça, on en parlera quand on ira voir le quantitatif de la boîte. Donc là, clairement, pareil, je l'ai mis en quatrième, alors je l'ai mis en un, mais je l'ai mis en quatrième, 4e plus gros risque et ça, c'est pour moi le principal risque, en fait. Je j'arrive pas à comprendre, enfin, j'arrive pas à comprendre, si j'ai compris, mais je voudrais être sûr que ce ROIC ne reste pas à des niveaux de merde longtemps quand j'investis sur une boîte. Et là, il y a un loup. Donc quand il y a un loup, ça m'intéresse, enfin ça m'intéresse, ça me questionne et il va falloir aller voir un petit peu si je veux investir là-dessus, pourquoi et comment. Donc là, pareil, nouveau petit onglet, est-ce que l'entreprise clairement peut bénéficier de l'IA, si oui, comment, ou si l'IA va totalement flinguer comment dire, son marché, on ira voir aussi comment. Donc pour moi, l'IA va bénéficier à l'entreprise, hein. C'est la thèse la plus probable et la plus optimiste pour l'actionnaire. L'IA apporte une valeur ajoutée colossale à tous les étages du groupe. On a la révolution du produit, hein, les lunettes comme Hub d'IA. Donc si vraiment le partenariat avec Meta marche et qu'ils arrivent à implanter ça un petit peu partout, hein, une fois que tu as tes lunettes, tu peux tout simplement avoir ton assistant IA avec toi sur tout ce que tu vois. Là, il y aura une augmentation du SAM, comme on l'a vu, qui va être tout simplement énorme. Le groupe ne s'adresse plus seulement aux 2 milliards de personnes ayant besoin de correction visuelle, mais potentiellement aux 8 milliards d'êtres humains qui voudront un assistant IA discret sur le nez. Donc à voir, mais bon, en vrai, si ça marche de fou malade avec Meta, pour moi, ça ouvrira la porte de Pandore à tout simplement aux autres GAFAM qui voudront s'engouffrer là-dedans. Donc à voir un petit peu. On a aussi la révolution médicale, diagnostic et personnalisation. L'IA permet d'analyser les scanners de la rétine pour détecter les maladies glaucome, DMLA, bien plus tôt que l'œil humain. Le groupe investit massivement dans ces technologies via des acquisitions de start-up. On aura aussi des verres ultra personnalisés, hein. L'IA optimise la conception de verres progressifs en analysant des milliards de données sur le comportement visuel des utilisateurs pour créer des verres sur mesure parfaits et une efficacité industrielle, hein. Parce que quand tu as 18 000 magasins et 650 sites de production, l'IA va optimiser les stocks et la logistique et peut-être aussi réduire drastiquement les emplois malheureusement. Mais c'est comme ça, hein. Et ce que j'ai noté, l'IA comme risque de disruption. On a la concurrence, hein, des pure players de la tech, hein. Donc comme j'ai déjà dit, hein, si vraiment ça marche, on a Apple qui va se ramener, on a Google, Samsung, etc. Travaille sur des lunettes IA plus légères. Donc attention dans ce domaine-là. Et on a aussi l'obsolescence de certains métiers, hein. Ces lunettes intelligentes de demain peuvent auto-ajuster la correction visuelle via des polymères liquides et une IA. Le besoin d'un opticien physique pour le taillage et l'ajustement pourrait diminuer, menaçant directement le segment DTC. Donc en fait, il viendrait un petit peu se tirer une balle dans le pied. Mais pour moi, l'IA serait beaucoup plus ça va pour moi, ça va quand même plus bénéficier à l'entreprise que la flinguer, même si on voit qu'on a un segment qui peut se faire disrupter quand même, hein. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, je pense, dans chaque deep dive, maintenant, je vais mettre entreprise via SIA et le TAM, le SAM et le SOM, et on ira plus profondément dans les boîtes, comme ça on pourra voir un petit peu plus ce qu'elles ont sous le capot. Donc comme d'habitude, hein, la petite note du MOT. Donc on a un avantage de coût de 5 sur 5, hein, une intégration verticale, donc ça vous donne du 5 sur 5 en avantage de coût, hein. Faut pas avoir fait un doctorat pour bien comprendre ça. On a des actifs intangibles, pareil, j'ai noté 5 sur 5. Le rempart le plus puissant, un mix de marques iconiques, Ray-Ban, des licences de luxe, etc. 12 000 brevets, hein, donc là il n'y aura pas de problème d'actifs intangibles. Un effet de réseau, non, 0 sur 5. La valeur du service n'augmente pas avec le nombre d'utilisateurs. On a un coût de changement pareil, hein, si tu veux pas avoir des Ray-Ban, bah, tu peux très bien avoir d'autres lunettes qui ne font pas partie et des verres qui ne font pas partie d'Essilor. Donc
Là, vous n'êtes pas prisonnier et il n'y a pas un coût de changement énorme. Et on a par contre des grosses barrières à l'entrée parce que la complexité et le coût pour répliquer un tel empire vertical sont prohibitifs. Donc là, il n'y a personne qui aura envie de tout créer de A à Z. Créer des lunettes, oui. Par contre, créer des verres et tout le merdier, non. Donc là, pour moi, il y a quand même une grosse barrière à l'entrée, même si sur des lunettes intelligentes, comme on pourra peut-être voir dans le futur, il y a quand même un risque de barrière à l'entrée assez faible au final. Surtout si c'est les GAFAM qui s'engouffrent dedans. Donc le mot, moi j'ai mis un 15 sur 25, c'est quand même une bonne note en vrai, c'est quand même une bonne entreprise, entre guillemets. Maintenant, on va passer au volet quantitatif. Et c'est là où j'étais un petit peu déçu, moi, parce que je m'attendais à une boîte un peu plus costaud, entre guillemets. Donc elle cote actuellement à 194 euros, mais on ira la voir plus tard. On a une croissance des revenus qui sont quand même pas déconnantes. En vrai, on a plus 16%. Ça ça a pas mal décollé, on va dire, jusqu'en 2022. Parce que là, franchement, c'est passé de 6 milliards à 24 milliards. Par contre, on va dire que depuis 2022, bon là, c'est un peu, ça a un peu fait pchit, hein. On voit qu'on est en croissance seulement de 5% par an depuis les 3 dernières années. Sur 5 ans, c'est quasiment 15%, donc c'est mieux. Sur 10 ans, c'est 15% aussi. Au max, on est sur du 11%. Mais on voit qu'on est peut-être revenu voilà, aux années. Alors même si la boîte n'avait pas encore fusionné, donc bon, il faudrait surtout reprendre depuis 2018. Mais on voit que sur les 3 dernières années, on a une croissance du chiffre d'affaires de seulement 5%. Donc là, déjà, je commence un peu à tiquer. En termes de bénéfices, par contre, on est sur du 12% par an, mais pareil, depuis 3 à 5 ans. Bon, 5 ans, non, oui, parce qu'il y a l'année du Covid. Mais depuis les 3 dernières années, c'est seulement 2% de bénéfices en plus. C'est clairement pas incroyable. Et sur une dernière année où on a perdu 2% de bénéfices. Donc là, c'est pas oufissime non plus. On a des croissances de free cash flow de 17% par an en CAGR sur 10 ans. Et si on dézoome un petit peu, c'est moins glorieux aussi, hein. Même si sur une année, ils ont quand même fait croître leur free cash flow. Sur 3 ans, on n'est qu'à 6%. Donc bon, on n'est pas non plus sur une boîte qui me fait rêver outre mesure. On va aller voir un petit peu les marges. Bon, je comprends que les marges sont un petit peu raides, parce que quand tu as 18 000 magasins, tu as forcément énormément de monde. Les marges de brut sont intéressantes, hein, mais c'est surtout voilà, la marge opérationnelle qui ne peut pas être haute quand tu as autant de personnel. Maintenant, est-ce qu'avec l'IA, ils vont réussir un petit peu à dégraisser le mammouth? Bah, je pense que oui. Donc normalement, ces marges-là devraient augmenter. On devrait avoir quand même une belle croissance des bénéfices aussi. Donc là, le ROIC, on ira le voir plus tard. Moi, ce qui m'intéresse, hop, c'est aussi les marges des free cash flow. Et on va les voir, ils sont de 13%. Voilà, l'entreprise, quelquefois, fait mieux. Et je pense que 13%, marge de free cash flow, ça va clairement pas. Ça va être clairement dur pour la boîte de faire mieux. Là où le bas blesse aussi, bah, c'est qu'on a des SBC, hein, tout simplement des stock options pour les salariés et les dirigeants. Ça ne me plaît pas du tout. On a un petit peu de CAPEX, c'est pas non plus incroyable. On a de la recherche sur operating cash flow, ça c'est pas grave. Par contre, les stock options là, pour les salariés et les dirigeants, voilà, vous avez arrêté apparemment en 2025, c'est très bien. On a un petit peu de dette, en vrai on a une dette sur EBITDA de 2, on a 17 milliards de dette pour 3 milliards, enfin quasiment 3 milliards et demi de trésorerie. Bon la dette n'est pas inquiétante du tout non plus. Par contre là où le bas blesse, bon là on a eu un split, mais c'est qu'ils diluent leurs actionnaires. Alors j'ai creusé un petit peu, en fait ils diluent leurs actionnaires parce qu'ils proposent aux actionnaires soit de prendre un dividende, donc ça peut être bien ou pas bien en fait, parce que si vous avez Essilor dans votre PEA, vous payez très peu d'impôts pardon, sur les dividendes. Tant que, comment dire, tant que c'est sur PEA, c'est pas très grave. Par contre, moi, le souci que j'ai, c'est qu'en fait, ils proposent aux actionnaires, en fait, soit d'être payés en dividende, soit d'avoir des actions supplémentaires. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'entreprise va émet des actions, parce qu'il y en a un paquet, on peut le voir ici en 2025, hein. Ils ont préféré, par rapport à 2024, prendre tout simplement énormément d'actions en plus. Donc, en fait, là, l'entreprise a payé moins de dividendes, mais au final, ça vous dilue, en fait. Ça vous dilue la tronche. Donc moi, ça m'intéresse pas forcément d'être investi sur une boîte qui dilue ses actionnaires, mais en donnant, voilà, vous pouvez, enfin, vous êtes dilué. Si vous prenez les dividendes, vous êtes dilué. Si vous prenez les actions, bah, vous n'êtes pas dilué, mais vous n'avez pas de dividendes. Donc en fait, je ne suis pas fan du principe du tout. En parlant de dividendes, on a un dividende de 2, il me semble, va être quasiment 2% de rendement actuellement. Un petit payout ratio de 23%, et il a été surtout en augmentation sur les 5 dernières années, quasiment 40%. On peut voir qu'il y a eu une augmentation de 132% en 2022, et je crois qu'en 2025, ils ne l'ont pas touché, ils ne l'ont pas fait grossir. Alors, il y a peut-être comment dire, une mise à jour qui n'a pas été faite. Donc voilà, on avait dit un démarche de free cash flow pas excellente, une marge de net de 8%, donc on peut aller la revoir, la marge nette, mais je pense pas qu'ils arrivent
hop, à la faire grossir outre mesure. Ouais, c'était à 10%, 11%, ça n'a jamais été non plus, dingue, depuis la fusion même, hein. Donc c'est pas là-dessus qu'il faut prier pour que ça monte énormément. Pareil, hein, donc le ROIC, on l'a dit, hein, qui couvre le super ROIC qui couvre le WACC, mais jusqu'à quand? Et ça, voilà, c'est des petits red flags entre la marge nette qui est pas assez haute pour moi, la marge des free cash flow bah, qui rentre pas dans ma thèse pour mes actions quality, la marge nette non plus. On a un ROIC qui est pas non plus flamboyant. Plus la petite dilution, bon bah voilà, là je pense que vous l'avez compris, moi la boîte, bah, j'ai pas forcément envie d'investir dedans en tant qu'actionnaire. Et on va passer hop à ma petite conclusion. Hop, on va venir ici, je vais remettre en plein écran. Clairement, Essilor, c'est une belle société, mais qui ne rentrera pas dans un futur proche dans mon portefeuille, malgré ses atouts notables. En vrai, il y a quand même un gros moat et le fait que bah voilà, il y a quand même énormément de personnes qui vont avoir besoin de lunettes dans le futur. Plus les lunettes connectées, ça peut être intéressant, mais pour moi, il y a trop de red flags, hein. Un ROIC, un ROIC et surtout un super ROIC très insuffisant. Une marge nette décevante, hein, une marge des free cash flow très basse aussi. Cerise sur le gâteau, l'entreprise dilue ses actionnaires de 1% par an avec leur foutu politique de soit vous avez un dividende et vous êtes dilué, soit vous avez une action enfin vous avez un pourcentage d'action, je sais pas comment ça marche, mais je sais pas, d'ailleurs je sais pas comment ça marche. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que si tu as une action, ils t'en redonnent pas une autre. Donc en fait ils font quoi là? Je comprends pas trop. Il faudrait que j'aille creuser aussi là-dessus, mais pour moi, ça me. Alors est-ce qu'il donne. Est-ce que c'est au bout de X actions que tu en as une gratos et tu as cette même chose en plus avec un dividende? Mais je crois pas. Faudrait que je creuse exactement. Donc chaque année, le groupe propose à ses actionnaires de recevoir leurs dividendes soit en cash, soit en nouvelles actions. Donc je sais pas comment ça se passe. Est-ce que tu as des fractions d'actions? Enfin, il faudrait que je creuse un peu plus. J'ai quand même calculé, hein, même après tout ça, même si la boîte, moi, ne me plaît pas, j'ai quand même calculé un prix juste avec un rendement de 12% par an, hein. Je veux un rendement de 12% par an, donc j'ai calculé quel serait mon prix juste si jamais j'investissais dessus, avec une croissance des free cash flow de 6% par an et un multiple final de 22. Un prix correct pour Essilor serait autour, pour moi, de 150 euros. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. Ce que j'ai fait, hein. Donc j'ai pris ici 6% de croissance, un multiple final de 22 et on arriverait à un prix juste de 150 euros. Donc les free cash flow, moi je les ai pris un petit peu, j'ai regardé un petit peu ce que la boîte a fait. Je pense que 6% par an, c'est pas déconnant. On a 7% sur 10 ans, donc on va être un peu plus conservateur. Actuellement, ça se paye à 40 fois les bénéfices. C'est pas très cher par rapport à la médiane des free cash flow et des operating free cash flow. Même à la médiane du PE sur 10 ans. Alors est-ce que ça a bugué ou pas? J'ai l'impression que oui, parce que enfin, j'ai jamais vu une médiane à 10 ans de 102 de PE, hein. Alors, je sais bien qu'il est élevé, mais déjà, ça a atteint que 62. Donc bon, je vois pas comment la médiane à 10 ans, elle peut être à 102. La médiane à 10 ans, elle est surtout à 29, en fait. C'est qu'il y a un bug. Non, elle est à 36, pardon, my bad. La médiane à 10 ans, elle est à 36. Tu paies le plus cher que la médiane à 10 ans. Donc pour moi, c'est pas très intéressant. Et pourquoi tu la payes cher? Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à faire grossir ce foutu business. Enfin, ce foutu business, oui, mais ce foutu bénéfice. Lapsus. Tu vois qu'en 2022, on a 2 milliards de bénéfices et en 2025, on est à 2 milliards 300. Donc il y a 200 millions de bénéfices en plus. Et ça, c'est à cause de leur marge net, hein, qui s'est complètement pété un petit peu la gueule là récemment. On était sur du quasiment 9% en 2022 et là on est passé à 8,13, on était à 8,79 et ça c'est le gros problème de la boîte pour moi, sa faible marge nette. Et ça, quand tu fais pas croître ton chiffre d'affaires énormément, et ben voilà un petit peu ce que tu peux te prendre dans la tronche. Donc voilà, pour reparler de mon prix juste. J'ai fait pareil, 3 petits simulateurs, donc un prix un peu bearish, avec 4% seulement de croissance des free cash flow, un multiple final de 20. On aurait un prix juste aux alentours de 123 euros. Ça le ferait payer la boîte à 15 fois les free cash flow, à 11 fois les operating cash flow, avec un PE de 24. Donc là, j'ai envie de dire, si j'avais envie d'investir sur la boîte, je pense que je ferais une moyenne de les deux prix. Je ferais une moyenne entre 123 et 150, et là, je me retrouverai, je pense, avec un prix juste et j'ai fait aussi une estimation, on va dire, normale, 6% de croissance des free cash flow, comme j'ai déjà dit, hein. Un multiple final de 22, un prix juste de 150 euros et aussi une petite estimation full
full bullish avec 10%, enfin 10% de croissance des free cash flow. Un multiple final de 25, ça nous donnerait un prix juste de 200 euros. Mais moi, je ferais plutôt une moyenne entre 123 et 150. Je pense qu'à partir de 140, 100, ouais, voilà, 130, 140, on aurait un prix qui serait très correct pour la boîte si j'avais envie d'investir dessus. Et comme on peut le voir, on va aller le voir dans le graphique, mais la boîte a pas mal morflé. Et justement, les gens qui vous disent, ouais, Essilor, on va reprendre sur les 3 dernières années. Hop, même un an en fait, parce que je pense qu'un an, voilà, t'arrives au plus haut de la boîte, ça cotait à 320 euros en 2025. Les gens qui vous disent oui, voilà, et si l'or, ça coté à 320, on est à 40%, enfin, je sais même pas exactement, on va le voir tout de suite d'ailleurs. La boîte a fait moins 40%, et voilà, depuis ses plus hauts. Les gens qui vous disent voilà, et si l'or a fait moins 40%, c'est peut-être un moment pour rentrer, patati patata, mais en fait, vous voyez que bah non, pour moi, la boîte est beaucoup trop valorisée. Elle est actuellement à 194 euros. Il faudrait, pour moi, hein, si on la paye à ce prix-là, qu'on ait une croissance des free cash flow de 10% par an. Mince, je vais y arriver. Et un multiple final de 25. Alors, c'est sa médiane à 10 ans, 25. Et encore que non, en vrai, là, ça bug aussi. Pas mal de bugs, hein, par contre, sur Bagger, là, ces temps-ci, c'est un peu pénible. Mais sa médiane sur 10 ans, elle est surtout un peu de 36. Est-ce qu'on a envie de payer ce gros premium de 36 sur Essilor Luxottica? Moi, j'ai pas forcément envie, enfin, quand je vois un petit peu ce qu'a la société dans le ventre, j'ai pas envie de payer un énorme prix pour cette boîte, clairement. Donc là, les gens qui vous disent, voilà, la boîte a perdu 40%, c'est un bon moment pour rentrer, eh bien, il faudrait que la boîte fasse 10% de croissance des free cash flow par an avec un multiple final de 25. Alors vous allez me dire, oui, mais si ça fait que 8 et que le multiple final est de 30, bah, ça donnerait un prix qui serait plus que correct. Mais est-ce que moi, personnellement, j'ai envie de payer un multiple final de 30 pour une boîte qui fait 8% de croissance des free cash flow, mais surtout qui n'arrive pas à avoir une marge nette en fait. Parce qu'il n'y a pas que la croissance des free cash flow et le multiple final. C'est est-ce que tu as envie de payer une boîte à 30 fois ses bénéfices quand qu'elle fait 8% de marge nette et 13% de marge de free cash flow. C'est loin d'être une bête féroce. Et moi, j'ai envie de dire à chaque fois, hein, je le dis souvent, mais quand vous êtes investisseur, vous êtes l'entraîneur, vous êtes le sélectionneur. Et dans votre portefeuille, vous voulez sélectionner que des actifs de qualité. Vous avez le choix. En plus, avec tout ce qui se passe à Hormuz actuellement, et en Iran, voilà, quand je fais la vidéo, on est tout simplement je me souviens même plus de la date, on est le 27 mars. Donc, faut prendre aussi ça en compte. On a peut-être des soldes devant nous. Et voilà, quand on est investisseur, on est le meilleur sélectionneur. On essaie d'être le meilleur sélectionneur. On essaie de prendre des actifs de qualité. Et si j'ai le choix entre prendre du Essilor actuellement à 194 balles ou renforcer Nvidia, etc., à mettre d'autres actifs dans mon portefeuille, bien évidemment que j'aurais envie de mettre des actifs de plus belle qualité. Je dis pas que la boîte est mauvaise, mais vu le prix à laquelle elle se paye et vu la croissance qu'elle nous offre, qu'on peut essayer de prédire, pour moi, le jeu n'en vaut clairement pas la chandelle. Autour de 120 euros, je sais même pas si j'ouvrirai une position parce qu'en fait, si elle arrive à 120 balles, ça veut dire qu'on a soit pris un crack ou soit pris d'énormes soldes devant nous. Et même avec ça, en fait, si tu as 20 000 balles à mettre, est-ce que tu as envie de mettre 20 000 balles dans une boîte qui a des. Comment dire? Qui a une marge nette de 8% avec des marges de 13%? Ou est-ce que tu as envie de mettre un missile dans, je sais pas moi, dans une entreprise de semi-conducteurs ultra connue, par exemple? Après, je parle de Nvidia, mais il y a tellement d'autres boîtes aussi. Mais est-ce que tu as envie de mettre 20 000 balles dans une boîte qui fait des marges de free cash flow de 44% et une marge nette de 55%? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, c'est la question que je me suis posée en tout cas. Et c'est pour ça qu'elle ne rentrera pas dans mon portefeuille. Voilà ce que je pouvais dire sur le deep dive sur Essilor Luxottica. N'hésitez pas encore une fois si ça vous a plu d'ailleurs, à me le dire. Ou si vous êtes totalement contre mon avis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux. C'était Logic Invest. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouveau deep dive. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire s'il y a des entreprises qui vous intéressent, que j'analyse. Hein, j'aime bien, notamment des nouvelles entreprises. Si tout le monde me sort, je sais pas moi, les 10 entreprises les plus connues du monde, Hermès, machin, truc, Ferrari, je l'ai déjà faite, mais Meta, LVMH, truc, non. Pernod Ricard, en vrai, m'intéresserait peut-être pour un deep dive. À voir. Ferrari, bah, ça je l'ai déjà fait. Ferizac aussi, j'ai voulu peut-être. Enfin, je me suis posé la question sur Ferizac, à voir. En tout cas, on se dit rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. C'était Logic Invest. Ciao, ciao à tous.